Êtes-vous fatigué de mendier de l'attention, de mendier la reconnaissance, d'être traité comme une option alors que cela devrait être une priorité? Arrêtez-vous maintenant. Le pouvoir absolu ne consiste pas à courir après les gens, mais à faire en sorte qu'ils s'ennuient tellement de vous qu'ils s'agenouillent en votre absence. Il ne s'agit pas d'une stratégie de manipulation, mais d'une leçon brutale et stoïque d'estime de soi. Alors que vous vous humiliez pour des miettes d'attention, les vrais maîtres de la vie cultivent une valeur si irremplaçable que son absence cause de la douleur. Les faibles mendiants, on se souvient des forts. Votre présence devrait être un privilège et non un plaidoyer désespéré. Lorsque vous apprenez à vivre selon vos propres principes, sans chercher de validation extérieure, vous devenez une force gravitationnelle qui attire un véritable respect. Cette vidéo brisera vos illusions sur les relations, le travail et l'image de soi. Je vais vous montrer comment les stoïciens maîtrisaient l'art d'être valorisés, non pas par l'insistance, mais par l'absence. Comment créer un vide si puissant que les autres vous manquent, comme si une partie d'eux m'avait été arrachée. Préparez-vous à une transformation radicale. Voici les 10 piliers qui mettront les autres à genoux en votre absence. 1. Valeur intérieure. Arrêtez de mendier une validation externe comme un chien affamé de miettes. Sa valeur n'est pas dans les applaudissements qu'il reçoit, les likes qu'il accumule ou les compliments qu'il impdie. C'est dans la force que vous construisez en vous-même, peu importe qui regarde. Les stoïciens comprenaient une vérité brutale que la société moderne tente de cacher. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne comblera le vide que vous. Et portez, l'approbation d'autrui est un médicament temporaire qui ne satisfait jamais. Plus vous essayez, plus vous devenez dépendant. Sénèque n'a pas demandé d'applaudissements. Marc Aurèle n'a pas publié ses réflexions dans l'espoir d'être validé. Il cultivait une valeur intérieure qui transcendait les opinions des autres. Lorsque vous dépendez de l'approbation extérieure, vous devenez esclave d'humeur et de caprices que vous ne contrôlez pas. Sa valeur doit être comme une forteresse imprenable. Quand quelqu'un vous critique, vous ne vous effondrez pas. Quand quelqu'un vous quitte, vous ne le suppliez pas de revenir. Vous restez entier parce que votre valeur n'est pas entre les mains des autres. Arrêtez de rétrécir pour vous adapter aux espaces que les autres vous ont attribués. Arrêtez de diluer votre essence pour la rendre plus appétissante. Arrêtez d'avaler vos vérités pour ne pas vous énerver. Cette soumission constante n'engendre pas le respect, elle engendre le mépris. Les faibles recherchent l'approbation. Les forts cherchent la croissance. Les faibles craignent le jugement, la forte peur de la stagnation. Les faibles se moulent pour plaire. Les plus forts sont façonnés pour évoluer. Construisez votre valeur comme les stoïciens, par une vertu inébranlable et non par une validation externe. Cultivez le courage, la justice, la tempérance et la sagesse. Ce sont les fondations que personne ne peut vous déraciner. Lorsque vous arrêtez de mendier de l'attention et que vous commencez à cultiver l'excellence, quelque chose de magique se produit. Les gens le remarquent, non pas parce que vous suppliez d'être vu, mais parce que votre propre lumière devient impossible à ignorer. Son courage devrait être comme un phare au milieu de la tempête, non pas parce qu'il cherche à s'éclairer lui-même, mais parce que c'est dans sa nature de briller. Lorsque vous arrêtez de courir après la validation et commencez à courir après la vertu, votre présence prend du poids. Faites un inventaire brutal. Combien d'énergie dépensez-vous à essayer d'impressionner des gens qui pensent à peine à vous? Combien de fois vous êtes-vous contorsionné pour vous adapter à des espaces qui diminuent votre essence? Combien de vous-même avez-vous sacrifié sur l'autel de l'approbation des autres? À partir d'aujourd'hui, votre validation vient de l'intérieur. Leur boussole morale ne fluctue pas en fonction des opinions extérieures. Sa valeur ne fluctue pas en fonction de la personne qui y prête attention. Vous avez de la valeur parce que vous choisissez de vivre avec vertu et non parce que les autres applaudissent. Lorsque vous arrêtez de chasser, vous commencez à attirer. Lorsque vous arrêtez de mendier, vous commencez à commander. Lorsque vous cessez d'en avoir désespérément besoin, on commence à avoir besoin de vous.
Cultivez votre jardin intérieur avec une discipline de fer. Il arrache les mauvaises herbes, de l'insécurité. Plantez des graines d'excellence, de l'eau avec des gestes quotidiens, pas de vains mots. Et puis, observez les autres commencer à graviter vers vous, non pas parce que vous mendiez, mais parce que vous inspirez. 2. Autonomie. La dépendance émotionnelle est une prison que l'on construit soi-même. Chaque fois que vous ne pouvez pas être seul, chaque fois que vous avez besoin d'une validation constante, chaque fois que vous dépendez des autres pour votre bien-être, vous forgez un autre maillon de la chaîne qui vous emprisonne. Les stoïciens, ils comprenaient une vérité fondamentale. L'autonomie est la base de la liberté. Diogène vivait dans un tonneau et se moquait d'Alexandre le Grand. Épictète, un ancien esclave, ne possédait presque rien et était pourtant plus libre que ses contemporains riches. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés maîtres dans l'art d'avoir besoin de peu. Votre besoin désespéré des autres est votre plus grande faiblesse. Lorsque vous ne supportez pas la solitude, vous acceptez n'importe quelle compagnie. Lorsque vous ne pouvez pas vous valider, vous acceptez des miettes d'attention. Lorsque vous ne pouvez pas vous soutenir émotionnellement, vous deviendrez un parasite qui absorbe l'énergie des autres. Arrêtez d'extérioriser votre bonheur. Arrêtez d'attendre que d'autres comblent vos lacunes. Arrêtez de croire que les relations résoudront vos insécurités. La vraie force vient de la capacité d'être complet par soi-même. Pratiquez la solitude comme un muscle qui a besoin d'être renforcé. Au début, ça va faire mal. Vous ressentirez l'inconfort de vous retirer de la validation externe. Votre ego demandera de l'attention comme un toxicomane mendie sa drogue. Résistez. Chaque jour où vous êtes à l'aise avec vous-même, vous devenez moins manipulable. L'autonomie ne signifie pas l'isolement. Il s'agit de choisir les relations d'abondance et non de manque. Cela signifie entrer dans un environnement et ne pas avoir désespérément besoin d'être remarqué. Cela signifie être capable de dire non sans craindre d'être abandonné. Les faibles en ont constamment besoin. Offre forte de temps en temps. Les faibles s'accrochent. Les plus forts permettent de garder de l'espace. Les faibles craignent la solitude. Les plus forts la transforment en puissance. Construisez une vie qui est complète en soi. Cultivez des intérêts qui ne dépendent pas des applaudissements. Développez des compétences que personne ne peut vous enlever. Créez une routine qui nourrit votre esprit et votre corps, peu importe qui est à côté de vous. Lorsque vous apprenez à être autonome, votre présence devient un cadeau, pas une nécessité. Vous n'êtes pas avec les autres parce que vous avez désespérément besoin d'eux, mais parce que vous choisissez de partager leur temps. Cette position de force change complètement la dynamique de toutes vos relations. Faites un test brutal. Pouvez-vous passer un week-end entier seul, sans chercher de validation sur les réseaux sociaux, sans messages désespérés, sans avoir besoin de quelqu'un pour occuper votre temps? Si la réponse est non, vous avez trouvé votre première faiblesse majeure à surmonter. L'autosuffisance est la base du respect. Personne ne respecte ceux qui mendient. Personne n'accorde de valeur à ce qui est toujours disponible. Personne ne manque de ce qui ne manque jamais. Lorsque vous montrez que vous êtes bien pour vous-même, les autres commencent à se demander s'ils dépendent de vous. C'est la vérité que peu de gens affrontent. Votre besoin désespéré chasse la chose même que vous cherchez à attirer. Votre indépendance attire exactement ce que vous avez cessé de poursuivre. La loi de l'attraction ne fonctionne pas avec le désespoir. Elle fonctionne avec un véritable courage. Devenez la source de votre propre validation, le pilier de votre propre stabilité, le centre de votre propre univers. Alors, et alors seulement, les autres ressentiront votre absence comme une perte profonde, et non comme un soulagement de leurs exigences constantes. 3. Présence authentique. Sa présence est diluée, faible, oubliable. Vous entrez dans des environnements en essayant de plaire à tout le monde, en vous moulant comme de l'eau pour tenir dans n'importe quel récipient.
Cette adaptation constante ne génère pas l'admiration, mais l'indifférence. Personne ne manque ceux qui n'ont jamais prouvé qui ils sont vraiment. Les stoïciens comprenaient que l'authenticité n'est pas seulement une vertu morale, c'est une force stratégique. Lorsque Caton marchait pieds nus dans les rues de Rome en temps de crise, sa présence communiquait une intégrité inébranlable. Il n'avait pas besoin de crier ses convictions. Sa simple présence était un manifeste vivant. Arrêtez d'être l'ombre pâle de vous-même. Arrêtez d'avaler vos vérités pour éviter les conflits. Arrêtez de diluer votre essence pour être plus acceptable. Cette version aqueuse de vous-même est facilement remplaçable, de sorte que personne ne s'agenouille lorsque vous n'êtes pas là. Sa présence doit être comme un fer rouge, impossible à ignorer, impossible à maintenir, sans être transformé par le contact. Non pas à cause de l'arrogance ou de l'exhibitionnisme, mais à cause de la densité du caractère. Lorsque vous parlez, vos mots doivent avoir du poids. Lorsque vous agissez, vos actions doivent avoir un but. Dès l'entrée, l'environnement doit ressentir le changement. Les faibles sont des caméléons sociaux. Les plus forts sont des phares inamovibles. Faible monnaie pour plaire. Les forts attirent en restant fidèles. Les faibles craignent le jugement. Les forts acceptent qu'ils ne plairont pas à tout le monde. Et c'est un avantage. Cultivez des convictions claires et défendez-les avec un calme inébranlable. Vous n'avez pas besoin de crier vos vérités, vous devez les vivre constamment. L'authenticité ne consiste pas à être impoli ou impulsif. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs les plus profondes, peu importe qui vous regarde. Lorsque vous cessez d'essayer d'être tout pour tout le monde, vous devenez irremplaçable. Pour certains, c'est le calcul brutal de l'authenticité. Vous perdrez l'approbation superficielle des masses, mais vous gagnerez la profonde loyauté de quelques-uns qui résonnent avec votre vérité. Faites un inventaire impitoyable. Combien de fois aujourd'hui avez-vous gardé le silence alors que vous auriez dû parler? Combien de fois avez-vous souri quand vous avez voulu froncer les sourcils? Combien de fois avez-vous été d'accord lorsque votre moi intérieur a crié en désaccord? Chacune de ces petites trahisons de leur authenticité diminue le poids de leur présence. La présence authentique est magnétique, non pas parce qu'elle cherche à attirer l'attention, mais parce qu'elle dégage une conviction. Lorsque vous êtes pleinement aligné avec vos valeurs, votre énergie change. Les gens ressentent la différence entre quelqu'un qui vit pour impressionner et quelqu'un qui vit selon des principes intérieurs inébranlables. Arrêtez d'essayer d'être intéressant et commencez à vous y intéresser. Arrêtez d'essayer d'être impressionnant et commencez à vous impressionner. La véritable présence ne vient pas de performances calculées, mais d'un véritable engagement envers le monde qui vous entoure. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient vivre selon la nature. Pas seulement la nature extérieure, mais leur propre nature essentielle. Lorsque vous honorez qui vous êtes vraiment, sans excuse ni dilution, vous créez une présence qui laisse un vide lorsque vous êtes absent. Son authenticité est son arme secrète dans un monde de contrefaçon. À l'ère des filtres, des masques sociaux et des personnalités fabriquées, leur vérité nue est révolutionnaire. Ne gaspillez pas ce pouvoir en essayant d'être une autre copie de quelque chose qui existe déjà. 4. Des limites saines. Ces limites sont aussi faibles qu'une lettre morte. Vous permettez à n'importe qui d'entrer dans votre espace, de consommer votre temps, de drainer votre énergie. Vous dites oui quand vous voulez dire non. Vous êtes disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous répondez au message instantanément. Vous abandonnez vos projets d'aider les autres. Et puis ils se demandent pourquoi personne n'apprécie sa présence. Les stoïciens comprenaient une vérité fondamentale. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Sénèque, conseiller des empereurs, réservait un temps quotidien à la réflexion solitaire, inaccessible même à Néron. Cette rareté stratégique n'a pas diminué sa valeur, l'a multipliée. Le paradoxe des limites est brutal.
Plus on se protège, plus les autres vous respectent. Plus vous vous donnez à vous-même inconditionnellement, plus les autres vous prennent. Pour acquis. Ce n'est pas injuste, c'est humain. Nous valorisons ce qui est rare, pas ce qui est abondant. Vos limites communiquent votre valeur. Lorsque vous permettez aux autres de piétiner votre temps, vos besoins et vos valeurs, vous annoncez au monde « Je ne vaux pas grand-chose. Tu peux m'utiliser comme tu veux. » Et le monde entend ce message. Commencez à traiter votre temps comme la ressource finie et précieuse qu'il est. Devient indisponible au premier appel. Arrêtez de répondre aux messages instantanément. Arrêtez d'abandonner vos engagements envers vous-même pour répondre aux exigences des autres. Leur manque de disponibilité stratégique n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. Les faibles sont toujours disponibles, les forts sont accessibles de manière sélective. Les faibles ont peur de leur déplaire. Les plus forts comprennent que le respect vient de limites claires. Les faibles disent oui à être aimés. Les forts disent non pour être respectés. Établissez des rituels sacrés que personne ne peut interrompre. Fixez des heures où vous n'êtes pas entièrement disponible. Créez des espaces dans votre vie qui vous sont propres. Cette pratique préserve non seulement votre énergie, mais communique au monde que votre temps a de la valeur. Lorsque quelqu'un viole ses limites, la réponse n'est ni une colère explosive, ni une soumission silencieuse. C'est une tranquillité calme et inébranlable. Cela ne fonctionne pas pour moi. Je ne suis pas disponible pour le moment. Je dois refuser. Sans justifications excessives, sans culpabilité, sans peur de l'abandon. Le test ultime de vos limites est votre capacité à les garder avec les personnes que vous aimez. Il est facile de fixer des limites avec des inconnus. Le vrai défi est de les garder avec ceux dont vous craignez l'abandon. C'est là que votre force entre vraiment à l'épreuve. Les frontières ne sont pas des murs, ce sont des portes. Vous décidez qui arrive quand ils arrivent et combien de temps vous restez. Cette sélectivité ne diminue pas leurs liens, mais les approfondit. Les relations construites sur des limites claires sont plus solides que celles construites sur une disponibilité constante. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la réserve, la capacité de participer au monde sans être consumé par lui. Vous pouvez être pleinement présent sans être pleinement disponible. Il peut offrir de la valeur sans s'offrir lui-même en sacrifice. Leurs limites sont des déclarations d'estime de soi. Chaque fois que vous atteignez une limite, vous annoncez « J'ai du courage, mon temps a de la valeur, mon énergie a de la valeur. » Et paradoxalement, plus cette valeur est protégée, plus elle est reconnue par les autres. La dernière leçon sur les limites est implacable. Ceux qui méritent vraiment votre présence respecteront votre absence. Ceux qui vont jusqu'au bout sont précisément ceux qui en ont le plus besoin. Leur manque de disponibilité stratégique n'aliénera pas les personnes de valeur, mais filtrera ceux qui n'apprécient que leur utilité, pas leur essence. 5. Un silence puissant. Vous parlez trop. Il en révèle trop, cela explique trop de choses. Chaque pensée qui traverse votre esprit se retrouve dans votre bouche. Chaque émotion exige une expression immédiate. Toutes les opinions doivent être entendues. Ce flot constant de paroles n'est pas une preuve de sagesse, mais d'insécurité. Le silence stratégique est une arme que vous refusez de manier. Les stoïciens comprenaient le pouvoir dévastateur du silence. Épictète conseillait « Taisez-vous la plupart du temps ou ne dites que ce qui est nécessaire, en un mot, non pas par timidité, mais par stratégie. Le silence crée le mystère. Le mystère suscite l'intérêt. L'intérêt cultive la valeur. Regardez les vrais puissants. Ils ne sont pas constamment expliqués. Ils ne justifient pas toutes les décisions. Ils ne répondent pas à toutes les provocations. Leur silence communique plus d'autorité que 1000 mots bien choisis. Quand ils parlent enfin, le monde s'arrête pour écouter. Arrêtez de remplir chaque moment de silence dans les conversations. Arrêtez d'exposer vos pensées comme des produits bon marché dans une vitrine. Arrêtez de chercher la validation par des mots incessants. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est la présence d'un pouvoir.
Les faibles parlent pour combler les lacunes. Les forts laissent le silence faire son travail. Les faibles sont expliqués de manière exhaustive. Les plus forts laissent parler leurs actes. Les faibles répondent à toutes les provocations. Les forts choisissent leur bataille avec une précision chirurgicale. Pratiquez le silence comme discipline quotidienne. En réunion, soyez le dernier à prendre la parole. En cas de conflit, faites une pause avant de répondre. Dans les conversations, écoutez attentivement avant d'offrir votre point de vue. Ce silence n'est pas de la passivité, c'est un pouvoir concentré qui attend le moment parfait pour se manifester. Lorsque vous parlez moins, chaque mot prend du poids. Lorsque vous expliquez moins, chaque action a un sens. Lorsque vous vous défendez moins, votre confiance est communiquée plus que n'importe quel argument. Le silence est particulièrement puissant après des offenses ou des accusations injustes. Leur besoin de se défendre révèle immédiatement l'insécurité. Leur capacité à absorber les critiques sans réagir immédiatement fait preuve d'une confiance inébranlable qui amène les autres à remettre en question leur propre perception. Pratiquez ce que les stoïciens appelaient la contemplation, la capacité d'observer sans juger immédiatement, de traiter sans réagir instantanément. C'est dans cet espace, entre le stimulus et la réponse, que réside votre pouvoir. Plus cet espace est grand, plus votre liberté est grande. Le silence est dévastateur après la fin d'une relation. Lorsque quelqu'un s'attend à vos supplications, explications ou justifications et ne trouve qu'un silence digne, vous renversez complètement le scénario attendu. Ce vide communicatif crée une présence plus puissante que n'importe quel mot ne pourrait le faire. Apprenez à utiliser le silence comme réponse. Face aux insultes, aux provocations ou aux manipulations, le silence communique, il est au-dessous de ma dignité de répondre. Aucune défense verbale ne pouvait transmettre une telle force. Le silence est particulièrement précieux sur les réseaux sociaux, où tout le monde se dispute l'attention. Leur absence stratégique, leur réponse mesurée, leur refus de participer à tous les débats, tout cela crée une aura de mystère qu'aucune présence constante ne pourrait cultiver. Rappelez-vous, celui qui parle beaucoup révèle beaucoup. Celui qui révèle tout perd le pouvoir du mystère. Celui qui perd le mystère devient prévisible. Celui qui devient prévisible devient sacrifiable. Leur silence stratégique n'est pas seulement une tactique, c'est la base de leur caractère indispensable. 6. Rareté stratégique. Vous êtes partout, tout le temps, pour tout le monde. Sa disponibilité constante, sa présence excessive, son accessibilité sans restriction, tout cela dilue sa valeur comme l'eau dans le vin bon marché. L'économie de base qui est ignorée, ce qui est abondant perd de la valeur. Ce qui est rare prend de la valeur. Votre présence excessive sabote précisément ce que vous recherchez, être valorisé. Les stoïciens comprenaient la psychologie de la rareté bien avant les économistes modernes. Sénèque a écrit « Personne n'aime ce qu'il reçoit en abondance ». Non pas par cruauté, mais par nature humaine. Nous valorisons ce que nous devons accomplir et non ce qui nous est livré sans effort. Commencez à pratiquer la rareté, stratégique dans tous les domaines de votre vie. Parlez moins en groupe, publiez moins sur les réseaux sociaux, répondez moins souvent aux messages, présentez-vous à des événements avec plus de sélectivité. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une gestion intelligente de votre présence. La rareté stratégique fonctionne parce qu'elle active ce que les psychologues appellent l'effet de réactance. Moins quelque chose semble disponible, plus nous le voulons. Lorsque vous êtes constamment disponible, personne ne ressent l'urgence de réserver son temps. Lorsque vous devenez une ressource rare, les gens se disputent votre attention. Les faibles cherchent à être inclus dans tout. Le fort pratique l'exclusion sélective. Les faibles ont peur de manquer des opportunités. Les forts comprennent que la sélectivité crée des opportunités. Les faibles disent oui par peur. Les forts disent non
à la stratégie. Appliquez la rareté stratégique aux relations. Vous n'êtes plus toujours disponible pour les rendez-vous. Arrêtez de répondre aux messages instantanément. Arrêtez d'annuler vos rendez-vous pour répondre aux commandes de dernière minute. Leur indisponibilité occasionnelle n'effrayera pas les personnes de valeur, mais augmentera leur intérêt. Dans les milieux professionnels, la rareté stratégique est encore plus puissante. Ne parlez que lorsque vous avez quelque chose de substantiel à apporter. Partagez vos idées de manière sélective. Réservez vos solutions les plus brillantes pour les moments critiques. Cette économie de cotisation ne diminue pas leur valeur, mais la multiplie. La rareté stratégique devrait s'appliquer même à vos connaissances et à vos compétences. Ne montrez pas tout ce que vous savez en même temps. Ne révélez pas toutes vos compétences lors du premier rendez-vous. Le dévoilement progressif de ces couches crée un intérêt soutenu qu'aucune exposition complète ne pourrait générer. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la modération, non seulement dans la consommation des biens matériels, mais aussi dans l'expression d'eux-mêmes. Cette modération n'était pas de la répression, mais une distribution stratégique de l'énergie. Ils ont compris que la puissance concentrée l'emporte sur l'énergie dispersée. La rareté stratégique fonctionne parce qu'elle crée un vide que d'autres ressentent le besoin de combler. Lorsque vous êtes constamment présent, il n'y a pas de place pour que les autres vous manquent. Lorsque vous vous retirez de temps en temps, vous créez un vide qui amplifie votre valeur en l'absence. Entraînez-vous à vous retirer stratégiquement des environnements où votre présence est considérée comme acquise. Ne faites pas de publicité, n'expliquez pas, réduisez simplement votre fréquence. Remarquez comment votre absence partielle recalibre complètement la façon dont les autres perçoivent votre valeur. La dernière leçon sur la rareté stratégique est impitoyable. Pour être vraiment valorisé, vous devez être prêt à vous absenter de temps en temps. Pour qu'ils s'ennuient de vous, vous devez leur permettre de faire l'expérience de votre absence. Pour qu'ils puissent s'agenouiller quand vous ne l'êtes pas, ils doivent d'abord ressentir le poids d'un monde sans vous. 7. Culture vertueuse. Vous poursuivez l'approbation, le statut et la validation tout en ignorant la seule chose qui compte vraiment, la vertu intérieure. Leurs efforts visent à paraître précieux plutôt qu'à être précieux. Vous vous souciez plus de l'opinion des autres que de votre propre caractère. Ce renversement des priorités garantit que, lorsque vous êtes absent, personne ne manque et vraiment quelque chose de substantiel. Les stoïciens étaient implacables sur ce point. La seule chose qui était sous leur contrôle absolu était leur vertu. Marc Aurèle, empereur du monde connu, écrivit dans son journal « Ne vous laissez pas distraire par les choses extérieures. Concentrez-vous simplement sur l'équité, la modération et la sagesse dans tout ce que vous faites. » Il a compris que le vrai pouvoir vient d'un caractère inébranlable et non de postes temporaires. Arrêtez de cultiver les apparences et commencez à cultiver l'essence. Arrêtez de polir votre image et commencez à renforcer votre caractère. Arrêtez de chercher des raccourcis vers la reconnaissance et commencez à marcher sur le chemin ardu de l'excellence authentique. La vertu n'est pas facultative pour ceux qui cherchent à être vraiment indispensables. La culture vertueuse exige une discipline de faire. Cela vous oblige à faire ce qui est difficile quand personne ne regarde. Cela vous oblige à maintenir des principes quand il serait opportun de les abandonner. Cela vous oblige à dire des vérités alors que des mensonges seraient plus confortables. Cette discipline n'est pas une prison, c'est le fondement de la vraie liberté. Les faibles cultivent des compétences qui impressionnent. Les forts cultivent des vertus qui durent. Les faibles recherchent des applaudissements immédiats, solides, bâtis, héritage durable. Les faibles s'adaptent à toutes les tendances. Les forts restent ancrés dans des principes éternels. Les 4 vertus cardinales du stoïcisme, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, ne sont pas des abstractions philosophiques. Ce sont des outils pratiques pour devenir indispensables. La sagesse fait de lui un conseiller irremplaçable. Le courage lui permet de se démarquer en temps de crise.
La justice génère une confiance inébranlable. La tempérance fait preuve d'une admirable maîtrise de soi. Il cultive la sagesse par l'étude constante, non pas pour montrer la connaissance, mais pour l'appliquer avec discernement. Cultivez le courage face aux incommodités quotidiennes, en renforçant votre capacité à tenir bon lorsque les autres battent en retraite. Cultivez la justice en traitant tout le monde équitablement, même lorsqu'il est opportun de favoriser certains. Cultivez la tempérance en maîtrisant vos impulsions, en montrant que vous contrôlez vos passions et non l'inverse. Faites un inventaire brutal. Si tous vos biens, titres et statuts étaient éliminés aujourd'hui, qu'est-ce qui vous resterait? De valeur? Si personne d'autre ne regardait, quel principe auriez-vous encore? S'il n'y avait pas de contrepartie extérieure, quelle discipline pratiqueriez-vous encore? Vos réponses révèlent votre vraie valeur. La cultivation vertueuse exige que vous fassiez face à vos ombres, leurs défauts de caractère, leurs impulsions destructrices, leurs incohérences morales. Tout doit être affronté avec une honnêteté impitoyable. Cette auto-analyse n'est pas une auto-punition, c'est le chemin vers une authenticité inébranlable. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'examen de conscience. Un examen quotidien de leurs actions, de leurs paroles et de leurs pensées. Il ne s'agit pas de se torturer de culpabilité, mais d'identifier les domaines à améliorer. Cette pratique constante faisait en sorte que chaque jour les rendait plus précieux que les précédents. Votre vraie valeur n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans qui vous êtes. Non pas dans les liens qu'il accumule, mais dans le caractère qu'il démontre. Non pas dans les impressions qu'il crée, mais dans les vertus qu'il incarne. Lorsque vous cultivez la vertu authentique, votre présence a un poids que les autres ressentent instinctivement. L'ironie finale de la culture vertueuse est dévastatrice. En vous concentrant moins sur le fait d'être valorisé par les autres et plus sur le fait d'être vertueux par principe, vous devenez précisément le genre de personne dont l'absence crée un vide impossible à combler. Non pas parce qu'il cherchait à être irremplaçable, mais parce qu'il est devenu vraiment précieux. 8. Détachement libérateur, leur attachement désespéré et leur prison. Vous vous accrochez aux relations comme si elles étaient des bouées de sauvetage. Vous vous accrochez à des positions comme si elles définissaient votre valeur. Vous vous identifiez aux possessions comme si elles étaient des extensions de votre être. Cet attachement constant ne démontre pas la loyauté ou l'engagement, mais la peur et la dépendance. Et personne ne s'agenouille pour l'absence d'un prisonnier désespéré. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la préparation à l'adversité. L'exercice mental d'accepter à l'avance que tout ce que vous appréciez peut être perdu. Épictète, un ancien esclave qui connaissait une perte profonde, a enseigné: ne dites jamais à propos de quoi que ce soit « je l'ai perdu », mais plutôt « je l'ai rendu ». Ce détachement n'était pas une froide indifférence, mais une liberté radicale. Commencez à pratiquer le détachement dans tous les domaines de votre vie. Lâchez les relations qui vous diminuent. Lâchez les positions qui limitent votre croissance. Lâchez les possessions qui vous possèdent plus que vous ne les possédez. Ce détachement n'est pas l'abandon, c'est la libération. Le paradoxe du détachement est brutal. Moins vous vous accrochez à vous, plus les autres veulent vous retenir. Moins vous avez désespérément besoin de quelque chose. Plus vous avez de pouvoir sur lui. Plus vous êtes disposé à perdre, moins vous êtes susceptible de perdre. Les faibles s'accrochent les uns aux autres par peur. Les fortes laissent place à la confiance. Les faibles menacent d'abandonner, de manipuler. Les forts acceptent de partir si nécessaire. Les faibles craignent des pertes telles que l'annihilation. Les forts voient les pertes comme une transformation. Pratiquez le détachement dans les relations. Aimez complètement, mais sans une dépendance étouffante. Donnez-vous complètement, mais gardez votre identité intacte. Valorisez la connexion, mais acceptez qu'elle puisse se terminer. Ce détachement ne diminue pas l'amour, mais le purifie des attentes désespérées. Dans le domaine professionnel, le détachement est encore plus puissant. Faites de votre mieux, mais omettez la reconnaissance. Il propose des idées brillantes,
mais laisse de côté le besoin de crédit. Il dirige avec excellence, mais laisse le titre de côté. Cette liberté de résultat crée une présence magnétique que les titres ne peuvent pas acheter. Le détachement doit être pratiqué même avec leurs croyances et leurs identités. Accrochez-vous moins à ce que vous pensez être et permettez-vous d'évoluer. Défendez vos convictions avec passion, mais restez humble pour les revoir si nécessaire. Cette flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse évolutive. Les stoïciens pratiquaient des exercices de privation volontaire, des périodes pendant lesquelles ils vivaient délibérément avec moins qu'ils ne le pouvaient. Ils dormaient par terre de temps en temps, jeûnaient, portèrent des vêtements simples, non pas par masochisme, mais pour se rappeler qu'ils pouvaient perdre le confort sans perdre leur dignité. Le détachement crée une aura de mystère et de puissance. Lorsque vous montrez que vous pouvez lâcher prise sur ce que les autres poursuivent désespérément, vous renversez les attentes. Lorsque vous restez inébranlable face à des pertes qui détruiraient les autres, vous faites preuve d'une force intérieure qui inspire un profond émerveillement. Entraînez-vous à lâcher prise même votre besoin d'être valorisé. Paradoxalement, moins vous avez besoin que les autres reconnaissent votre valeur, plus ils s'en rendent compte. Moins vous demandez d'attention, plus vous l'attirez naturellement. Moins vous craignez le rejet, moins vous avez de chances d'être rejeté. La dernière leçon sur le détachement est implacable. Pour que les autres vous manquent vraiment, vous devez être vraiment prêt à partir. Pour qu'ils puissent s'agenouiller, en leur absence, vous devez être complètement en paix avec cette absence. Le détachement n'est pas seulement une pratique philosophique, c'est la base psychologique de votre pouvoir personnel. 9. Un héritage durable. Vous vivez pour l'instant, pour une validation instantanée, pour une gratification immédiate. Leurs actions sont motivées par des récompenses à court terme. Un compliment, un like, un moment d'attention. Cet état d'esprit éphémère fait en sorte que leur présence est aussi oubliable qu'une publicité télévisée. Personne ne s'agenouille devant l'absence de ceux qui ne laissent pas de traces durables. Les stoïciens comprenaient une vérité fondamentale. Nous vivons 2 fois. Une fois dans la chair, une fois dans la mémoire de ceux que nous touchons. Marc Aurèle a écrit « Ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité ». Il a compris que la vraie valeur transcende le moment présent et se répercute à travers le temps. Arrêtez de vivre juste pour aujourd'hui. Commencez à construire quelque chose qui vous survivra. Arrêtez de courir après les applaudissements momentanés et commencez à créer un impact durable. Arrêtez de courir après l'attention et commencez à cultiver votre influence. L'héritage n'est pas la vanité, c'est l'expression maximale de sa valeur. La construction d'un héritage nécessite une vision à long terme. Cela vous oblige à vous demander constamment « Comment mes actions influenceront-elles demain ? Quelles graines est-ce que je plante pour que d'autres récoltent ? Quelle valeur est-ce que j'incarne et dont les autres se souviendront ?» Ces questions transforment les gestes quotidiens en briques d'éternité. Les faibles recherchent la pertinence temporelle. Les forts construisent un sens permanent. Faible tendance à la persécution. Les forts établissent des traditions. Les faibles veulent qu'on se souvienne d'eux demain. Les plus forts veulent être pertinents à travers les générations. Son héritage se manifeste dans de multiples dimensions. Dans les connaissances que vous partagez, qui continuent d'éduquer même en votre absence, dans les systèmes que vous créez, qui continuent de fonctionner même sans votre supervision, dans les valeurs que vous démontrez, qui continuent à vous inspirer même après votre départ. Bâtissez votre héritage grâce à un mentorat significatif. Investissez profondément dans certaines personnes, pas superficiellement dans beaucoup. Il transmet non seulement des compétences, mais aussi de la sagesse. Pas seulement des techniques, mais des principes. Pas seulement de l'information, mais du discernement. Les connaissances que vous transférez continuent de générer de la valeur longtemps après votre départ. Faites un état des lieux brutal. Si vous disparaissiez aujourd'hui, quel véritable vide laisseriez-vous? Quelle contribution unique serait perdue? Quelle valeur irremplaçable cesserait d'exister?
Si vos réponses sont vagues ou inexistantes, vous avez trouvé que votre mission est plus urgente. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la visualisation de la mort. Non pas par morbidité, mais par clarté. En contemplant régulièrement leur finitude, ils ont pris du recul sur ce qui comptait vraiment. Cette pratique ne les a pas paralysés par la peur, mais les a dynamisés avec un but. Son héritage se construit à travers des œuvres tangibles qui survivent au temps. Un livre qui continue d'enseigner, une entreprise qui continue de servir, une innovation qui continue de bénéficier, une cause qui ne cesse de progresser. Ces créations sont des extensions de leurs valeurs qui persistent même en leur absence. L'héritage le plus puissant, cependant, est l'impact que vous avez sur le caractère des autres. Les gens qui sont devenus plus courageux par leur exemple, plus complets en raison de ces principes, plus résistants en raison de leur résistance. Cet héritage de caractère est invisible, mais indestructible. Il continue de générer de la valeur de manière exponentielle à travers les vies qu'il touche. Construisez votre héritage avec une humilité stratégique. Ne cherchez pas des monuments à votre ego, mais des solutions à des problèmes importants. Ne cherchez pas la reconnaissance, mais l'impact. N'exigez pas de crédit, mais assurez la continuité. Le paradoxe de l'héritage est que les plus durables viennent souvent de ceux qui ont le moins recherché la gloire personnelle. La dernière leçon sur l'héritage est implacable. Pour que les autres vous manquent vraiment, vous devez créer quelque chose qui continue à générer de la valeur même en votre absence. Pour qu'ils s'agenouillent quand vous ne l'êtes pas, il doit y avoir un vide palpable que personne d'autre ne peut combler. Non pas parce que vous êtes irremplaçable, mais parce que ce que vous avez créé n'a pas de prix. Dix. Une paix inébranlable. Vous êtes esclaves de leurs réactions. Toute provocation exige une réponse. Chaque critique suscite une défense. Chaque défi déclenche de l'anxiété. Chaque rejet déclenche le désespoir. Cette volatilité émotionnelle ne démontre pas la passion ou l'authenticité, mais la faiblesse et l'immaturité. Personne ne s'agenouille à cause de l'absence de quelqu'un qui est contrôlé par les circonstances extérieures. Les stoïciens maîtrisaient l'art de la tranquillité intérieure au milieu du chaos extérieur. Épictète, qui a connu l'esclavage, l'exil et le handicap physique, a enseigné « Ce ne sont pas les choses qui dérangent les hommes, mais les opinions qu'ils ont à leur sujet ». Cette paix intérieure n'était pas une résignation passive, mais un pouvoir actif, la capacité de rester centré lorsque tout le monde autour de vous perd son sang-froid. Il commença à cultiver ce que les stoïciens appelaient ataraxie, la tranquillité intacte face à la provocation. Lorsque vous êtes insulté, gardez votre sang-froid. Lorsque vous êtes mis au défi, restez à l'écart. Lorsqu'on insiste, respectez les principes. Cette stabilité n'est pas une froideur émotionnelle, c'est une domination supérieure. La paix inébranlable se construit par la pratique quotidienne de distinguer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Vos actions sont sous votre contrôle. Vos réponses sont sous votre contrôle. Ces principes sont sous son contrôle. Presque tout le reste, y compris les opinions des autres, les circonstances extérieures et les résultats finaux, est hors de votre contrôle. Cette distinction n'est pas limitative, elle est libératrice. Les faibles sont réactifs comme de la poudre à canon. Les plus solides réagissent comme de l'acier trempé. Les faibles sont ébranlés par toutes les opinions. Les plus forts sont ancrés dans des valeurs internes. Les faibles cherchent la paix en éliminant les problèmes. Les forts trouvent la paix en les transcendant. Pratiquez une paix inébranlable dans les affrontements. Quand les autres élèvent la voix, baissez la vôtre. Quand les autres accélèrent, ralentissez. Lorsque les autres attaquent, maintenez votre dignité. Ce contraste ne diminue pas sa force, mais l'amplifie plutôt. Leur capacité à rester centrés lorsqu'ils sont provoqués communique une puissance que les cris ne pourraient jamais exprimer. En cas de crise, votre paix inébranlable devient votre atout le plus précieux. Quand tout le monde panique,
Leur clarté se démarque. Lorsque tout le monde réagit de manière impulsive, leur réponse mesurée est impressionnante. Lorsque tout le monde succombe à la pression, leur sang-froid inspire. Cette stabilité n'est pas seulement admirable, mais elle est magnétiquement attrayante. Les stoïciens pratiquaient des exercices mentaux quotidiens pour renforcer leur paix intérieure. Ils ont visualisé des scénarios difficiles et répété des réponses vertueuses. Ils ont envisagé des pertes possibles pour atténuer leur impact émotionnel. Ils pratiquaient la gratitude pour contrer les tendances négatives. Ces pratiques n'étaient pas des superstitions. Elles étaient un entraînement systématique de l'esprit. Faites un inventaire brutal. Avec quelle facilité vous dérange-t-il? Combien de temps faut-il pour retrouver son équilibre après une taquinerie? À quelle fréquence permettez-vous aux autres de contrôler votre état émotionnel? Votre paix intérieure ne doit pas dépendre de circonstances extérieures favorables. Elle doit persister malgré elles. Une paix inébranlable crée une présence magnétique que les autres recherchent naturellement en période de trouble. Lorsque vous montrez constamment que vous pouvez rester centré pendant que les autres sont sous le choc, vous devenez un refuge sûr dans les tempêtes émotionnelles. Cette compétence n'est pas seulement admirée, mais désespérément nécessaire. Pratiquez une paix inébranlable même dans vos victoires. Ne vous vantez pas lorsque vous réussissez. Ne vous humiliez pas lorsque vous gagnez. Ne vous réjouissez pas quand vous vous en remettez. Cette modération ne diminue pas vos réalisations, mais élève votre caractère. Montrez que vous n'êtes pas défini par des résultats externes, mais par des principes internes. La leçon fondamentale sur la paix inébranlable est implacable. Pour que les autres vous manquent vraiment, vous devez offrir quelque chose qu'ils trouvent rarement ailleurs. La stabilité au milieu du chaos, la clarté au milieu de la confusion, la tranquillité au milieu de la tourmente. Pour qu'ils puissent s'agenouiller en leur absence, vous devez incarner une qualité qui devient douloureusement absente lorsque vous ne l'êtes pas, la capacité de rester inébranlable lorsque tout s'effondre autour de vous.